Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers d'LN2, nous sommes au numéro 40, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais. Au menu du jour, double confrontation entre le Togo et le Burkina Faso en mars prochain. Nous sommes déjà à cela, avec cette opération que nous avons dénommée donc Opération Ouragan. La question de l'effectif des éperviers se pose encore et toujours. Hubert Velud donne le ton dans des propos clairs. On y va pour chercher les 6 points. C'est ce qu'il a déclaré tout récemment. Donc, c'est l'entraîneur ou le sélectionneur des étalons du Burkina Faso. En tout cas, le décryptage dans un instant. Quelle est la situation des éperviers susceptibles d'être titulaires dans ces confrontations? Nous en parlons également. Et comment sonner la mobilisation à l'occasion de ces 2 matchs? Quel doit être le rôle du public sportif? Autant de questions que nous nous posons et bien sûr auxquelles nous allons tenter d'apporter certaines approches de solutions. Togolais en club, avec le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Et puis, comme d'habitude, la tranche des auditeurs à vous l'antenne. Justement, dans le nid des éperviers de l'NDE, c'est avec la technique Théo Ajave, c'est le longéligne de cette maison. Et puis, au studio, les chroniqueurs qui sont présents, Franck Nounyama et Angelo Folikouin, ce sont donc les 2 attaquants extrêmement lucides et très astucieux. Comme d'habitude, la présentation, c'est le seul défenseur capable de contenir et de conjurer tous les dangers. Appelez-moi Aimé Le Bon DLN2. Voici comment c'est parti. Oui, voilà comment on se retrouve. Comme d'habitude, les chroniqueurs, ils sont là, je le disais tantôt. Angelo, bonjour, bienvenue. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Franck Nounyama, salut à toi. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est aujourd'hui vendredi. Oui. Et l'accoutrement en dit long. Oui, c'est l'émir du Qatar. Ah oui Le Qatar même. Oui, c'est l'émir du Qatar. Oui, qui est descendu justement après la Coupe du Monde. Voilà, merci d'être là quand même. Excellentissime émir. D'accord. Oui, alors on va commencer avec cette double confrontation justement qui nous retient toujours avec cette opération que nous avons dénommée Opération Ouragan. Mais là, Franck, Hubert Velud, dans tous les cas, c'est le sélectionneur du Burkina Faso des étalons. Et lui, il a déjà donné le ton dans des propos assez clairs. On y va pour chercher les 6 points. Donc, pour cette double confrontation, c'est ce qu'il a tenté donc de dire. Justement, je constate avec plaisir qu'il y a moins de joueurs blessés au sein du groupe des étalons. On a une double confrontation face au Togo en mars, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Tout le monde connaît l'enjeu de ces 2 matchs. Pour la qualification, c'est sûr qu'on y va pour chercher les 6 points. En tout cas, il n'est pas allé par 4 chemins. Oui, il est allé droit au but, comme on peut le dire, l'ancien sélectionneur du Togo qui avait, on va dire, l'une des plus belles sélections du Togo au moment d'aborder la CAN en 2010. Malheureusement, il y a eu, on va dire, cet attentat contre la délégation togolaise et le Togo n'a pu finalement participer à la compétition. Donc, c'est un entraîneur qui connaît bien le Togo, la mentalité togolaise, on va dire. Maintenant, il est du côté du Burkina Faso. Il est arrivé après la dernière CAN. Il a bien commencé la compétition, 2 matchs, 2 victoires, contrairement au Togo qui fait, on va dire, 2 matchs, 1 défaite et puis 1 match nul. Donc sur ce plan, sur le plan équilibre, je pense que le Burkina, sa sélection est, on va dire, sur une bonne dynamique. Hubert Velud est un nouveau dans la maison, donc il a besoin de résultats. Il a besoin de se rassurer. Il a besoin de se faire, on va dire, adopter par le public burkinabé. Donc une telle sortie, il sait, c'est pour mettre plus de pression sur l'équipe togolaise qui est déjà en difficulté. Il le sait très bien. Donc nous y allons pour chercher les 6 points. Voilà, tout le monde sait qu'une victoire ou bien 2 victoires du Burkina sur la double confrontation qui arrive permettait quand même à se qualifier directement pour la prochaine CAN. Le Togo également sait très bien qu'un faux pas sur cette double confrontation l'éliminerait complètement de la course à la CAN. Donc des deux côtés, on a envie de gagner et cette déclaration lance vraiment les hostilités. Il dit, je suis content de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont blessés. Que tous les
joueurs sont en forme. Mais je voulais le rappeler aussi qu'il reste encore un mois et que d'ici là, certains joueurs peuvent se blesser. C'est pas notre souhait maintenant. Donc, je pense qu'il y a tous les risques possibles lorsqu'on est toujours en compétition. Il dit également que tout le monde connaît l'enjeu de cette double confrontation. C'est clair que oui, l'équipe qui s'en sortira, on va dire vainqueur de cette double confrontation, a d'énormes chances de se qualifier, sinon de se qualifier tout de suite pour la CAN prochaine. Parlant du Burkina, le Togo va pouvoir se relancer si jamais il faisait un bon résultat. Donc c'est un match ou bien deux matchs ultra importants, on va dire, pour les deux sélections, mais plus pour le Togo. Bon, dans tous les cas, ça c'est plutôt un patriotisme sans pareil, justement, de l'émir du Qatar ici à Lomé. Est-ce que c'est un patriotisme? C'est des analyses. Donc voilà, oui. Tout le monde sait que si le Togo doit encore rêver, il va falloir faire de très bonnes prestations. Autrement, adieu. Angelo, mais alors, qu'est-ce que vous entendez par ces propos? Bien sûr, ce n'est même pas voilé, hein, c'est bien dit. Nous voulons donc avoir les 6 points de Hubert Velud. Le sélectionneur français est arrivé pour faire des résultats. Il a signé un contrat, il va être payé à des millions de francs CFA. Il sait également le doigté également, hein. Bon, ça dépend de la vision de chacun, hein. Au Burkina Faso, ils ont compris qu'à un moment donné, il faut mettre en exergue la formation, la détection des jeunes. Aujourd'hui, le football burkinabé va mieux, en tout cas que celui togolais. Comparaison n'est pas raison, mais on parle de la réalité. Maintenant, Hubert Velud sait très bien qu'il a obligation de faire un peu comme le sélectionneur qui avait accompagné l'équipe lors de la CAN 2021. Et il sait très bien qu'il a suffisamment d'expérience, il a du vécu, il est passé par plusieurs sélections sur le continent, et aujourd'hui avec une génération de bons joueurs, hein, Steve Yago, Issa Kaboré, que sais-je encore, tous ces joueurs-là qui ont en tout cas participé à une belle campagne. Faut jamais oublier le capitaine, hein. Bertrand Traoré. Oui, il est toujours là. Moi je pense que le Burkina Faso aujourd'hui veut rester encore dans cette dynamique. On a été à la CAN la dernière fois, il faut continuer à toujours se présenter. Et il y aura un renouvellement de joueurs et petit à petit. Également un bon goal, il ne faut pas l'oublier. Oui, Hervé Kofi, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah oui. Bon, de toutes les manières, je pense que avoir une sélection qui a marqué 8 buts, dont 3 face au Cameroun lors du match de la 3e place, ce n'est pas du tout une équipe quelconque. La preuve, elle est première dans cette poule et elle a envie d'aller chercher les 6 points face au Togo. Je pense que c'est de bonne guerre, hein. C'est exactement dans un mois. Le 24 prochain, ce sera du côté de Rabat, où le Burkina Faso sera face au Togo. Et je pense que oui, cette équipe a envie tout de suite. Au pire des cas, le Burkina Faso aura envie de prendre 4 points. Une victoire, un match nul, au pire des cas. Si ça va, c'est 2 matchs de victoire. Et donc, tout de suite, elle va planer au-dessus de la poule. Toujours est-il que les joueurs que nous citons, ce sont des joueurs de valeur, des joueurs qui ont envie de porter leur sélection, de donner en tout cas de la joie à leur public. Et Hubert Velud ne peut que s'aligner par rapport à tout ce qui se dit en interne. Quand on considère un peu les discussions entre lui et le capitaine Bertrand Traoré, déjà la symbiose, l'osmose qu'il y a autour de cette sélection, voilà des éléments en tout cas qui permettent au Burkina Faso d'entrevoir, pourquoi pas, les 6 points face au Togo. Est-ce que vous pensez, comme l'a dit tout à l'heure Franck, est-ce que vous pensez que Hubert Velud met simplement la pression aux Togolais en disant cela? C'est une guerre de communication qui dit pas son nom. Hubert Velud, c'est pas un bambin du quartier. Il connaît très bien ce que c'est que le football, les enjeux qu'il y a justement dans cette double... Il est déjà passé par le Togo également. Il connaît la mentalité, même s'il n'a plus une idée précise donc, de l'équipe qui joue. Oui, la réalité, c'est que le contexte n'a pas changé. Le contexte togolais n'a pas du tout bougé d'un iota. Voilà. C'est ça qui est grave. Malheureusement, pour le Togo, bon, c'est Paolo Duarte qui est là, à lui également de montrer, d'afficher également ses sentiments par rapport à la mission qui lui est assignée. Mais je pense que côté Hubert Velud, il ne veut pas du tout louper l'occasion parce qu'il a très bien démarré les éliminatoires. Il veut rester justement sur le même enchaînement, arriver à gagner le match dans un mois et le 28, arriver à Lomé également pour gagner. Et je pense que lorsqu'on reviendra sur le match à domicile, le public sportif ne viendra pas seulement pour la sélection togolaise, hein. Il viendra pour voir exactement ce que cette équipe burkinabé est capable de proposer face à l'adversaire. Donc on est plus spectateur que supporter. C'est ce que vous voulez dire. On va revenir quand même sur... De toutes les manières, ça a été toujours comme ça. On va revenir quand même sur, disons, la position donc, du public sportif. Mais je me tourne en tout cas vers Franck avec
C'est vrai, Angelo avait déjà cité disons, certains atouts. Donc des étalons. Quels sont ces atouts à partir donc du goal, mais il y a certainement d'autres atouts. Deux atouts, je veux dire. Si Hubert Velud, on le rappelle, a pu faire une telle déclaration, une telle sortie médiatique, c'est qu'il compte aussi un groupe soudé, un groupe fort depuis plusieurs mois déjà, ou sinon depuis plusieurs années. L'équipe nationale du Burkina est très respectée dans la sous-région désormais. Les étalons qui font de très bons résultats. Donc lorsque vous avez vous rappelez également qu'en 2020, en tout cas la CAN dernière où elle est arrivée, cette équipe est arrivée donc en demi-finale. Oui, elle est quatrième. Elle est quatrième finalement. Oui, mais c'était une surprise parce qu'il y avait donc une instabilité d'ailleurs dans le pays. Au pays, mais ils avaient juré quand même faire plaisir à ce peuple qui était en souffrance, qui était en difficulté par rapport à l'actualité du pays à l'époque. Donc ils ont réussi à le faire, à mettre ensemble ce peuple, à se tourner, à faire un derrière cette équipe nationale, et ils ont pu le faire. Donc c'est une équipe qui a des joueurs intéressants. On a parlé d'Hervé Kofi qui est le goal. À part ça, il y a Issa Kaboré, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Il y a, on va dire, d'autres joueurs comme Edmond Tapsoba, un très grand défenseur, 1m94, qui joue du côté du Bayer Leverkusen en Allemagne. D'autres joueurs comme Gustavo Sangaré. Qui est qualifié d'ailleurs pour l'Europa League. Voilà. Contre Monaco. Qui évolue en national, mais qui est un très, très, très bon joueur qu'on a vu sur la dernière CAN d'ailleurs. C'est un jeune joueur qui vraiment donne du plaisir quand on le voit jouer. Il y a Steve Yago, défenseur. Il y a Youssouf Dayo, il y a Abdul Tapsoba également. Donc, c'est aujourd'hui une sélection truffée de très bons joueurs, sans oublier le dernier à avoir tapé dans les yeux de Bournemouth, Dango Ouattara, signé à 29 millions d'euros. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est une équipe aujourd'hui qui fait peur à tout le monde parce qu'il y a la solidité, parce qu'il y a le talent, parce qu'il y a la virtuosité. Donc, lorsque vous regardez un peu ce qui a été fait face à la Côte d'Ivoire la dernière fois, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire dans la région ici est un pays respecté en matière de football. Même si c'est un amical, ils ont gagné. Et mentalement, c'est vraiment, psychologiquement, c'est un avantage. Oui. Au même moment, le Togo faisait match nul contre cette équipe non, a été battu de 1 par cette équipe de la Côte d'Ivoire avant de faire un match nul contre la Guinée équatoriale. Donc, à tous les niveaux, sur le papier, le Burkina est devant, à l'avantage sur cette double confrontation qui arrive. Maintenant, en matière de football, comme on le dit souvent, 1+1 ne font jamais 2. Le Togo a mal commencé. Peut-être que sur ce match, il peut y avoir un sursaut d'orgueil, qui sait, qui permettra à cette équipe de Paulo Duarte que nous aurons ici demain en studio pour parler justement de cette double confrontation. Il faut des combattants, il faut des guerriers pour aller chercher quelque chose. Sinon, voilà, on n'aura rien. Oui, Angelo, on a cité donc ces atouts qui sont donc les joueurs, mais au-delà donc des joueurs, il y a également d'autres atouts. On parlait, on dit le pays des hommes intègres. Oui, mais je voudrais juste relever. Et ils font toujours référence à leur. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus patriotiques. Vous avez tout à l'heure touché du doigt ce qui s'est passé lors de la dernière CAN. Oui. Sous d'autres cieux, avec cette instabilité sociopolitique, je pense que les joueurs auraient démissionné, se disant tiens, mais qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Et voilà, les primes même que nous allons gagner, on va pas forcément les toucher, on les reverse carrément à des œuvres caritatives et on plie bagage, on rentre à la maison, ou bien chacun rentre dans ce club, sachant qu'à la maison, ce n'était pas vraiment stable. Mais on a senti que oui, le peuple était meurtri, mais au même moment, les ambassadeurs de l'autre côté se sont dit tiens, c'est une occasion de montrer notre cœur, de leur donner de la joie, par rapport à ce sport national. C'est un football, en fait, c'est un sport national, hein, bien primé. Le football au Burkina Faso, pratiquement dans toutes les rues, ça joue. La preuve aujourd'hui, les académies sont un peu partout. Les joueurs quittent directement le championnat pour aller sous d'autres cieux. Oui. Et puis, notamment en Occident, enfin en Europe. Oui, voilà. Il y a également une bonne réglementation qui est mise en place. Le championnat, il est régulier. Et puis, les bonnes personnes à la place qu'il faut. Donc, petit à petit, même s'il y a des guéguerres en interne au niveau de la Fédé,
À un moment donné, on oublie ça, oui. Mais on se focalise sur les résultats de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, oui, je pense aussi que dans le jeu burkinabé, la production de jeu, la transition, ça va très très vite. Ce sont des joueurs athlétiques, un peu comme le style Niger, où lorsqu'on a le ballon, on se projette tout de suite vers l'avant. Vous avez des joueurs comme Cyril Bayala, qui est un joueur qui va très très vite. Blati Touré, qui fait partie des meilleurs joueurs lors de la dernière CAN. Oui. Passeur décisif, à droite devant les buts, sur les coups de pied arrêtés, également présent. Autant d'atouts, oui, c'est vrai. Le Burkina Faso, tous ces joueurs-là sont toujours en forme, en tout cas. Non, mais dans leur club, ça va, même si pas forcément en première division anglaise ou je ne sais quoi, mais ce sont des joueurs qui ont la compétition dans les jambes et à chaque fois qu'on les appelle, on sent que le niveau d'exigence qu'on leur réclame, ils arrivent à le mettre sur le terrain et pour l'instant, ça marche pour le Burkina Faso. Le match aller se joue au Maroc, qui devient d'ailleurs la terre d'accueil du Burkina Faso depuis un moment. Est-ce un handicap pour les étalons, Franck ? Bon, oui, ils auraient aimé jouer à domicile devant leur public pour avoir, on va dire, cette chaleur humaine, pour avoir ce soutien direct. Mais voilà, le stade n'est pas homologué, donc c'est des professionnels. Quelque part, dans un coin de la tête, comme j'ai dit, ils auraient souhaité évoluer à domicile sur ce match important contre le Togo, puisque le Togo, bon, on ne sait pas si ça va se faire ici ou... bon. Donc, je pense que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont des professionnels. Ils se sont préparés pour aller jouer ce match au Maroc. Voilà, donc c'est comme ça que ça va être. Et je pense que c'est pas un handicap à proprement parler. Mais l'idéal pour eux, c'est de jouer à domicile. Maintenant, ça ne va pas être un paramètre embêtant pour ces joueurs-là, je ne pense pas. Pour des professionnels, vous pensez que le professionnalisme fait qu'ils vont se sentir toujours comme chez eux, là-bas, sans handicap, Angelo ? Toute sélection aurait aimé être à la maison, devant son public, la famille qui est autour, les amis du quartier, tout ce que vous voulez. Mais oui, je pense... La chaleur du public. Oui, y compris cela, mais je pense que quand on est professionnel, il y a ce qu'on appelle la question d'adaptation. Même si on les amène en plein désert, ils sont obligés d'aller jouer. Parce qu'après tout, c'est la nation qui est en jeu. Ce sont les résultats qu'il faut mettre en devant et permettre justement à cette sélection-là de gagner. Je pense que ça vaut également presque la même chose pour le Togo. Oui, vous allez jouer certes à l'extérieur, sans votre grand public, en tout cas que l'on connaît de Saint-Cassé à Lomé, mais toujours est-il que vous rentrez sur la pelouse en vous disant, tiens, on doit penser au pays, on doit penser à la nation, même si c'est très loin. Mais là, on a au moins la représentativité physique, c'est-à-dire le maillot que l'on porte. Qu'il faut respecter. Et surtout l'hymne national. Ouais. Quand on prend le message de l'hymne national, nous, à un moment donné, lorsqu'on commente les matchs au stade, dès qu'on entend justement la terre de nos aïeux, on a la chair de poule. C'est ça. Mais je me demande, est-ce qu'à un moment donné, les joueurs togolais ont la chair de poule, justement ? Posons la question. Parce que lorsque vous avez la chair de poule, vous vous sentez investi d'une mission. Et bon, on espère que la terre marocaine, comme vous l'avez dit, terre d'accueil de toutes les sélections aujourd'hui en Afrique, bon, le Togo ne sera pas dépaysé. Le Togo ne sera pas dépaysé, mais les étalons du Burkina Faso encore moins. Parce que s'ils ont fait justement de cette terre marocaine la leur. Alors, quelle est la situation des éperviers qui sont susceptibles d'être titulaires dans ces confrontations, Angelo, vous avez une idée ? La question elle est pertinente. Autant on peut dire que le football nous réserve des surprises. Le mot exploit, le mot miracle peut sortir. Mais toujours est-il qu'on doit partir d'une base. Quand on considère un peu les joueurs qui ont disputé le dernier match officiel du Togo contre le Cap-Vert, je vais parler des éliminatoires. Plaka Fessou, pour le moment, ce n'est pas la grande forme. Je vais parler de la compétitivité du monsieur en championnat, puisque jusqu'à présent, ça n'a pas encore redémarré et donc ce n'est pas vraiment ça. On ne le sent pas. Oui. Contrairement à l'Abafodo, qui depuis le début du championnat, comme d'habitude, ça fait quoi ? Il en met toujours. 17 matchs, 20 buts marqués, 6 passes décisives. Ce n'est pas rien. Oui, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Maintenant, parler des autres joueurs également évoluant sur le continent. Je pense que il y a le cas, par exemple, de Tchakei Marouf avec son club, de l'AS Vita Club, en Ligue des Champions. Ça ne sent pas aller, mais en championnat quand même. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il joue. Lui, il est quand même très important dans le système
Donc il apporte son impact. Exactement. Sur coup franc, c'est quelqu'un qui est injouable et je pense qu'il a les bonnes sensations. Et autre joueur qu'on pourra citer, c'est Kevin Denke, qui j'espère simplement que les prochaines sorties, là cette fois-ci, on aura la chance de le voir. Paulo Duarte va faire des choix forts, peut-être en le mettant tout de suite en tant que titulaire, ou soit après juste 30, 45 minutes, 50 minutes, on pourra le voir au lieu de lui donner des bribes de minutes. Et autre joueur qu'on pourra peut-être citer, c'est Djenda Kona, Boateng et puis Akman, les trois de façon respective. Ça joue, mais ce n'est pas aussi impactant. Parce que dans leur club, de façon respective, le classement n'est pas aussi reluisant. Et donc, ça veut dire que ça prend un coup au niveau du mental. Et donc, je pense que Paulo Duarte, non seulement doit trouver la pédagogie, mais aussi la motivation, justement, pour permettre à ces joueurs-là de jouer un autre match face au Burkina Faso, les 24 et les 28. Ah, Franck, oui, qu'est-ce qu'on peut dire? S'il y en a d'autres, à part ceux cités par Angelo Folico, bon, c'est des joueurs qui semblent avoir une certaine actualité par rapport à leur club, qui jouent, qui ont au moins le temps de jeu qu'il faut pour être compétitif. Je veux partir du capitaine. Djenda Kona m'habitué avec son club Retafe, même si le club aujourd'hui est dans la zone rouge de la Liga. Mais les gens pensent toujours que certains observateurs pensent qu'il n'arrive pas toujours à avoir cet impact dans l'équipe ou sur l'équipe en tant que patron, en tant que capitaine, en tant que représentant donc de Paulo Duarte sur le terrain. Oui, Djenda Kona, quand on veut faire, on va dire un peu référence au dernier capitaine, Djenda Kona n'est pas Emmanuel Adebayor. On a comme l'impression que c'est un joueur très réservé, alors que parfois il faut être là, il faut vraiment avoir ce caractère-là. Et il est un peu perdu dans la masse, c'est vrai, mais ce qu'on retient souvent, c'est sa prestation. Souvent, il est là, il est présent quand l'équipe nationale joue. Maintenant, sur ces 2 derniers matchs de la sélection, il est un peu à l'image des résultats obtenus par la sélection togolaise. À part ça, il y a Bakola Malcolm, qui est souvent le gardien titulaire, qui joue du côté de la Bosnie, Tuzla FC. Bon, oui, avec... Aujourd'hui, avec, disons... ces prestations. Donc c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. 2 matchs seulement disputés. Oui, peut-être que Paulo Duarte va donner la chance au gardien d'Asco. Peut-être c'est possible. C'est aussi possible. À part lui, il y a qui? Il y a Amatutui qui a fait bonne impression sur le match contre Future FC ici. À part lui, bon, l'expérimenté de 37-38 ans, Alexis Romao Dionikos, qui est toujours là, au milieu de terrain, qui apporte. Kevin Denke, que visiblement Paulo Duarte a envie de négliger ou bien néglige un tout petit peu. C'est un joueur qui a de la percussion, qui a une bonne frappe de balle, qui a de la technique, qui peut faire la différence. À part lui, oui, Plaka Fessou, c'est vrai, il est un peu diminué parce que dans leur zone... Mais le reste quand même l'altruiste. Hein. Voilà, c'est un joueur qui me semble être un peu au-dessus de ce championnat. Et malheureusement, il n'a pas de chance de jouer à un grand niveau. Mais quand il arrive en championnat, il est aussi efficace. Quand je parle également en sélection, quand je parle de Tchakei Marouf avec l'AS Vita Club et ses coups francs, la dernière fois même, il était à la base d'un début de l'ASV Club sur un coup franc frappé lourdement. Le gardien repousse et un joueur a mis le but au fond. Donc, il est important. Ismaël Ouro Agoro, le bison de l'attaque des éperviers, malheureusement, il n'a pas totalement la confiance de Paulo Duarte. On va parler également de Asamoah Samuel, qui, lorsqu'il a joué ici face à l'Eswatini, a donné une très bonne impression. Malheureusement, l'équipe a été contrainte au match nul. Et puis d'autres joueurs qu'on peut voir. Ilas Bebou, justement, avec Offenheim, même si aujourd'hui, le club descend aussi dans les profondeurs de classement, 15e de la Bundesliga. Mais le joueur semble un tout petit peu en forme avec un retour marqué par 2 buts en 2 matchs. Donc, oui, il y a des joueurs maintenant, c'est le niveau d'exigence demandé par cette double confrontation. Est-ce qu'ils sont prêts physiquement, mentalement à faire face au Burkinabé en confiance? C'est la question qui se pose. C'est une question de patriotisme. Je crois qu'Angelo l'avait souligné du côté des étalons, c'était ça, c'est-à-dire que tout le monde travaille pour tout le monde, parce qu'on sait que, oui, à la fin,
c'est bien sûr le peuple burkinabé qu'on doit respecter à travers les couleurs qu'on porte, c'est-à-dire le maillot que nous portons. Mais on ne semble pas donc avoir, disons, cette cette mentalité donc de la part des Togolais. Ça donne l'impression que ça a fui finalement, parce que c'est vrai, dans le temps, oui, on a l'impression que oui, tout le monde travaillait pour c'est des guerriers, hein. Quand l'équipe sort du vestiaire. C'était des guerriers, mais on ne semble plus avoir, disons, cette grinta. À quoi cela est dû? C'est en cela, je reviens un peu sur les premiers jours de Paulo Duarte, lors des conférences de presse. Nous avons encore plusieurs éléments ici. Il a toujours parlé de la mentalité gagnante à donner ou à inculquer. Oui, c'est ce que lui-même il avait dit qu'il allait apporter. Voilà. Que c'est ça qui manquait. Mais sur les 2 matchs des éliminatoires... On ne semble pas retrouver, justement. Ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé la pédagogie pour inculquer cela ou quoi? Pour trouver la pédagogie, la question que je me pose, est-ce qu'il arrive à répéter cette pédagogie-là aux joueurs? Parce que est-ce qu'il se rappelle aussi ce qu'il avait dit au départ? Très bonne question, parce que par moment... Franck va lui poser cette question demain, sûrement, le connaissant. La pression peut vous faire oublier certaines choses, l'enjeu du match également, mais Paulo Duarte, c'est un vieux routier, et en cela, nous ne pouvons que lui demander, on ne pouvons que l'exhorter à revenir sur cette mentalité gagnante, parce que ce que vous soulignez est assez pertinent. Il faut que les latéraux jouent pour les milieux de terrain, les attaquants reviennent au niveau du milieu de terrain, apporter de l'eau au moulin et repartir ensemble. Mais on a l'impression que chacun joue dans son registre, dans son petit couloir. On ne fait pas les efforts de retour. Oui, il n'y a pas ça. Moi, je dis souvent, on peut faire un très bon 0-0 face à un adversaire. Vous faites 0-0. Mais la production du jeu... À la fin, le public est là, standing ovation, va applaudir. Parce qu'on sent quand même qu'il y a eu des efforts. L'attitude sur le terrain, la volonté, le niveau d'exigence. On est allé chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, mais le public voit tout ça. Au même moment, si on vous met en tant que titulaire, vous ne mouillez pas le maillot sur certaines transitions, on ne vous sent pas présent, des deuxièmes ballons, vous n'y êtes pas, mais c'est le même public qui va torcher sur vous. Donc c'est en cela que nous demandons à Paulo Duarte, en tout cas, ces 2 matchs importants, en aller-retour, sur moins de 7 jours, le Togo est capable. En tout cas, je dis est capable parce que c'est un match de football. Le ballon, il est rond pour les 22 acteurs. Maintenant, tout dépendra de la volonté, justement, de ces joueurs que nous venons de citer, pris ça et là. Et on espère simplement qu'il fera les bons choix. Et les choix qu'il fera, il faudrait que les joueurs également arrivent à mouiller le maillot pour contenter le sélectionneur. Alors, est-ce que vous pensez que ces joueurs, justement, puissent tenir devant des étalons aujourd'hui aguerris, tels qu'on les voit, tels qu'on les cite? Le dernier match, lorsqu'on veut avoir une référence, ou bien ce quart de finale perdu face aux étalons. C'est en 2013. Oui, en 2013 en Afrique du Sud. Oui, le Togo avait dominé ce match-là, mais s'est fait surprendre sur un coup de tête de, Jonathan Pitroapa. Donc, ces 2 pays qui se connaissent, frontaliers, ils se connaissent parfaitement sur le plan footballistique. Si c'est que le Togo était bien organisé aujourd'hui, on ne parlerait pas du Burkina devant le Togo. Mais malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. Le Burkina est nettement devant le Togo. Et donc, sur ce match, tout peut arriver. Sur un match de football, tout peut arriver. Il appartient aux joueurs de montrer, comme Angelo le dit il y a quelques instants, de montrer un visage de guerrier, un visage de combattant sur ce match-là. Parce que, oui, s'il se loupe sur ces 2 matchs, c'est fini. J'espère qu'ils sont tous conscients. Hein. Oui, normalement, s'ils ne sont pas conscients, c'est pas moi qui devais l'être. Parce que là, c'est 2 matchs ultra importants qui les attendent. Ils ont déçu le public sportif sur les 2 premiers matchs. Maintenant, c'est à eux de renverser la situation. Et pour renverser la situation, il faut être présent. Il ne faut pas tricher. Il faut jouer au football. Il faut arriver avec un mental de guerrier. Faire un peu, on va dire, l'opération Lega atterri, ou bien l'opération Ouragan, comme vous le dites. Donc, parce que quand l'aigle atterrit, il ne se loupe jamais. Bon, voilà, c'est épervier. Voilà. Bon, c'est des rapaces. Donc, c'est des rapaces. Donc, voilà, l'épervier peut apprendre de chez l'aigle, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est un match sur lequel l'épervier se contente d'attraper les poussins. Donc, aucun détail ne doit être négligé. J'espère que les étalons vont devenir poussins. Ah oui, pour être la proie. Du côté du ministère des Sports, du côté de la fédération, oui, du côté du public, du côté de la presse, nous faisons notre travail. Du côté des joueurs eux-mêmes, je pense qu'ils doivent
devrait avoir une conscience collective pour permettre quand même de tenir devant cette équipe du Burkina. C'est pas quand même une équipe qui est intouchable. Non, ils ont aussi leurs défaillances. La preuve, sur le match de la 3e place face au Cameroun, ils menaient quand même largement 3-0. Et puis après, ils se sont fait rattraper. Voilà. Donc, dit que il y a des l'équipe est prenable aussi. Donc oui, voilà. Alors, ben voilà, on parlait juste à l'heure, entre-temps, donc, de Diène Dekonam, en tout cas le capitaine de la sélection togolaise. On l'a écouté plusieurs fois avec ses propos. On va rappeler cela une fois, donc, ce qu'il a pu dire à ce moment-là. Donc, Diène Dekonam, que je vous propose d'écouter. La déception, elle est énorme parce que là, j'ai pas senti mon équipe. On a tout dit, on a tout fait, on a tout préparé pour rentrer bien dans ce match. Mais je crois que nous sommes mal rentrés dans le match. J'ai pas d'explication parce que tout a été fait. On était dans de bonnes conditions. On a tout essayé. On a fait des réunions. On a tout dit. On a parlé de l'importance de ce match qui était très important pour nous. Mais au finish, on est rentré mal dans le match. C'était donc à l'issue du match contre le Cap-Vert, justement, cette défaite au Maroc. Encore au Maroc. Encore au Maroc. Le Togo est habitué au Maroc. Mais ça avait des défaites, naturellement. Il faut arriver à conjurer ce mal-là, d'accord. Mais alors, Diène Dekonam, oui, il dit mon équipe, je ne sais pas ce qui se passe. On a tout dit, on a tout fait. Mais qu'est-ce qu'on a tout fait? Je ne comprends pas comment on peut tout faire et ne pas réussir. Oui, il parle de la préparation certainement autour de ce match, c'est-à-dire que la fédération, le ministère, on leur a tout promis par rapport à ce match. Une victoire, donnerait ce que ça devrait donner. Maintenant, dans ces genres de matchs, il faut toujours être présent dès le coup d'envoi et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Il dit, on est mal rentré dans le match, j'ai pas senti mon équipe. C'est comme son entraîneur également qui a dit, je n'ai pas reconnu mon équipe. Donc, on va l'écouter tout à l'heure. Je pense que c'est un j'allais dire paramètre à rapidement corriger parce que face au Burkina, on ne reviendra ça ne va pas pardonner. On ne reviendra ça pas pour dire. Ça va être vraiment un match vraiment dès que le coup d'envoi va être donné, ça va être du solide. Donc, on n'aura pas le droit de revenir parler encore ou bien de dire qu'on est rentré très mal dans le match. Non. Il faut être présent dès la première seconde jusqu'à la dernière. Parce que sinon, le Togo n'aurait aucune chance. Et je pense que les joueurs, entre eux, doivent se parler, doivent faire le travail qu'il faut avant ce 24, dans un mois exactement. Mais Angelo, est-ce que ça se fait habituellement? Parce que c'est vrai que dans le temps, quand vous écoutez, quand vous échangez avec les Abalo Dissé à l'époque, avec bien sûr Koubadia Kader, Bobli, Atayamavi, Olufane Adekambi, Ouadjalantam. Oui, avec bien sûr Adebayor, tout ça là. Oui, c'est des gens qui s'appelaient entre eux, qui discutaient des matchs plusieurs semaines avant donc les matchs. Ils se jouaient déjà ce match dans la tête avant même d'arriver. Mais je n'ai pas l'impression, on n'a pas l'impression que, je ne sais pas, est-ce que ça se fait encore? La question elle est pertinente. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, sous l'ère Güler, Gottlieb, on se rend compte que sa formule était tout autre. On misait beaucoup plus sur les joueurs évoluant dans notre championnat et on prenait 2 ou 3, 4 internationaux à l'époque, comment on les appelait, pour venir greffer ou bien se greffer par rapport à l'effectif. À ce niveau-là, il y avait une complicité qui ne disait pas son nom. Des joueurs de l'Étoile, d'Agaza, qui se connaissent très bien, qui se retrouvent d'abord en championnat. Avec Kodjumaïona, il va vous dire, il va vous raconter comment, bien sûr, avant les matchs, ils se retrouvaient. Oui. Il s'appelait, il se retrouvait, lui, en tant que capitaine, il ne ratait jamais donc d'appeler, par exemple, Denke Oizo, bien sûr, son portier Assogba Yaovi. Bon, ok. Déjà, entre eux, ils arrivaient à organiser à leur manière la défense. Ah, voilà, c'est clair. Et ce que vous dites est assez vrai. Et ça, c'est ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, l'impression que l'on a, elle est là, toute simple. On a plus misé sur les joueurs expatriés qui évoluent de l'autre côté et il y a très peu qui sont chez nous ici, qui font partie justement du noyau, non seulement titulaire, mais du noyau d'ensemble. Voilà pourquoi on pourra comprendre comme des joueurs comme Ouro Agoro Ismaël, Nan Richa, Marouf Tchakei ne peuvent que se parler entre eux. Ils n'ont pas peut-être l'habitude de discuter avec Ilas Mebou ou encore de David Renen ou encore Kevin Denke.
d'emblée ou de façon naturelle, il y a, je pourrais dire, un blocage. Donc un problème communicationnel. Absolument. Et couplé à un certain complexe d'infériorité. Oui. Parce que je n'évolue pas forcément en Jupiler Pro League. Moi, je suis que dans le championnat togolais. Qu'est-ce que j'ai peut-être à dire à l'autre? Qu'est-ce que j'ai à lui apprendre? Ça, ce sont des paramètres que nous sommes en train d'analyser. Autre souci que je vois également, il y en a deux. Le problème de la triche des joueurs. Il y a des joueurs qui sont blessés, qui sont touchés plus ou moins. Mais tout joueur a envie de jouer. Quelle que soit la compétition, il a envie de jouer. Mais rares sont ces joueurs, par exemple, qui vous diront, coach, franchement, je ne me sens pas à 100% pour disputer ce match, même si vous me comptez parmi, entre guillemets, les indispensables. Mais ayez l'honnêteté de déclarer votre état de forme et mettez-vous en retrait tout en priant que les autres qui seront sur le terrain arrivent à faire le match. Malheureusement, il y en a qui ne le font pas. Ils sont blessés, on les titularise et lorsque le match démarre à un certain niveau, on ne les voit plus, ils sont totalement perdus dans la partie. Oui, ils sont la rue. Le second paramètre pour chuter, c'est que c'est en cela je demande à ce que les anciens joueurs du Togo, de la sélection, soient autour de cette sélection, que tout soit bien organisé. Pour passer un message à l'endroit de ces jeunes joueurs, comment ça se faisait avant? Dans quelle disposition les joueurs étaient pour préparer ce genre de match? Dans n'importe quelle sélection aujourd'hui à travers l'Afrique, vous allez voir les anciens qui sont autour de la sélection. Le Sénégal. Je prends juste le cas du Sénégal. Ouais. Tous les anciens qui étaient là dans les années 2000, épopée 2000, 2002, 2006, 2002, mais ils sont toujours là aujourd'hui, autour d'Aliou Cissé. Mais chacun a sa place. Oui, à son rôle. Et à son rôle. Pourquoi ne pas arriver à faire ça au Togo? Mais je dis encore, tout en régulant justement la procédure pour que voilà, l'ancien joueur ne devienne pas, bien ne prenne pas la place du sélectionneur. Du sélectionneur, parce que c'est aussi donc des choses à éviter. Oui, voilà, donc c'est une situation également qu'il faut peut-être essayer de voir si on ne peut pas expérimenter ça. Bon, ben après Diène Dakona, oui, c'est le capitaine, mais il faudra également écouter Paulo Duarte. Également, donc après ce match, contre cette défaite contre le Cap-Vert, lors de la deuxième journée, la deuxième sortie donc des éliminatoires de la CAN, nous allons l'écouter encore et l'analyser. Je pense qu'il n'a pas encore une justificative pour le très mauvais match, très mauvais première mi-temps, un très mauvais match collectivement, à exception de 1 ou 2 joueurs maximum. Franchement, pas compris. Pas compris l'apathie, l'indifférence, la passivité, la faute de qualité de notre match. Un match complètement opposé du premier match contre l'Extasine et tous les autres matchs qu'on fait dans cette dernière 5-6 mois, qu'on a gagné à jouer beaucoup. Malheureusement, l'équipe n'est pas là. Une équipe sans aucune idée de jeu, sans aucune agressivité, sans aucun spirit collectif contre un Cap-Vert qui a contrôlé sans courir beaucoup, il faut le dire. Sans courir beaucoup, non, sans beaucoup de rythmique. Voilà, donc Paulo Duarte qui soulignait l'apathie, la passivité et l'indifférence des joueurs. Le très mauvais match. Le très mauvais match. Oui. Il a insisté sur ça. Oui, l'indifférence. La passivité. La passivité, tous les mots sont là pour qualifier ce qu'ils ont pu produire face à cette équipe du Cap-Vert. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le match. Le Togo a perdu, souvenez-vous, 2-0. Donc c'était un score aussi inattendu que celui de la première journée face à l'Eswatini. Qu'est-ce que le sélectionneur a pu dire comme discours? Qu'est-ce qu'il a pu dire aux joueurs? Parce que ça compte vraiment lorsque vous Est-ce qu'ils ont compris, s'ils se sont compris? Voilà, lorsque vous avez été embêté à domicile par une sélection que vous devriez dominer et que sur le prochain match, vous coulez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le discours n'a pas été reçu, puisque le capitaine, lorsqu'on revient là-dessus, dit on a tout dit, on a fait des réunions, on s'est parlé, nous avons eu tout ce que nous voulions. Ça veut dire qu'il y a un grain de sable qui s'est glissé, et c'est l'entraîneur. C'est à lui de pouvoir remonter sa troupe, de pouvoir trouver les mots précis pour préparer son équipe à aller faire cette guerre contre la sélection capverdienne. Mais ça n'a pas été le cas, ce qui veut dire que oui, il y a peut-être un relâchement, il y a un laisser-aller, le discours n'était pas bien. Laisser-aller par rapport à quoi? Bon, c'est pas compris, parce que laisser-aller, oui, à tous les niveaux. Ce que Franck dit en sortant le mot laisser-aller, mais ça provient d'un cruel manque de confiance. Justement, le cruel manque de confiance de nos joueurs. Quand vous n'avez pas l'opportunité de disputer des matchs dans vos clubs, mais attendez,
même si il y a 2 ans, même s'il y a 1 an, même s'il y a 5 mois, vous avez été titulaire dans un match et que après vous n'arrivez pas à enchaîner, mais vous n'êtes pas en confiance. Oui, l'entraîneur peut cocher le nom sur le tableau, Aimé, Angelo, Franck, mais si le joueur lui-même, à chaque fois qu'il a le ballon, il n'arrive pas à le contrôler, et dès qu'il sent le souffle de l'adversaire, il panique et il laisse le ballon à l'adversaire, mais attendez, ils ne pourront que faire un mauvais match. Pour dire une chose, le Burkina Faso, par exemple, sa particularité, c'est de marquer dans les 20 premières minutes. Les prochains matchs du Togo, ils doivent être prévenus. Les 20 premières minutes, sinon les 30, le Togo doit être en place face au Burkina Faso. Sinon, derrière, on risque encore d'avoir ce manque cruel de confiance. Et on risque de prendre un panier. Bon, vous l'avez dit. On verra bien. Et donc, il va falloir mobiliser le groupe. Il va falloir revoir certainement le discours. Parce que là, sur ces 2 premières journées, la prévision, c'était au moins d'avoir 4 points. Maintenant, le Togo se retrouve avec 1 point sur 6 possible. C'est là où il y a le danger. C'est là où les calculs d'apothicaire ont commencé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à apporter à cette équipe. Intrinsèquement, il y a de la qualité dans ce groupe, même si tous les joueurs n'évoluent pas dans les grands championnats comme la Liga, comme la Bundesliga et autres. Il y a des joueurs qui ont du talent. Quand on parlait de Kevin Denke, on parlait également d'autres joueurs comme les Ismaël Ouagoro, les Marou Tchakei. Il faut trouver le discours, le bon discours pour remobiliser cette équipe-là parce que ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Voilà, un problème de communication, un manque de confiance en soi. Manque de confiance, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est important. Il va falloir travailler là-dessus. Le Togo n'a qu'un mois, ou bien Paulo Duarte n'a qu'un petit mois pour préparer cette double confrontation, même moins d'1 mois. Donc, il a du travail à faire. Du travail à faire donc pour que cette sélection, pour Paulo Duarte, justement, je sais plus trop ce qu'on va attendre donc de ces épreuves, on l'a tellement dit. Donc, bon, il faut mouiller simplement le maillot. Ah oui. Il faut simplement mouiller le maillot, se donner à fond, se donner d'abord du plaisir et donner du plaisir justement au public, justement en jouant bien, n'est-ce pas? Il n'y a rien à dire. Juste ça. Alors, comment sonner justement la mobilisation à l'occasion de ces 2 matchs? Cette mobilisation, je crois que chacun a son rôle. Il y a les joueurs. On a parlé donc des joueurs tout à l'heure, du staff technique. Il faut que l'entraîneur arrive à trouver donc la bonne communication entre lui et les joueurs, qu'il se fasse comprendre réellement des joueurs. Mais au-delà, il y a quand même autre mobilisation. Ça va être donc du niveau de la fédération, du ministère des Sports et du public sportif, Angelo. Le public sportif jouera toujours sa partition. Hein. Oui, il y a les inconditionnels, des éperviers, même si, oui, par moment... Mais il faut aussi les motiver à le faire. Je suis parfaitement d'accord. Ce qui est sûr, la diaspora... En tout cas, disponible, sera du côté de Rabat pour suivre exactement ce match-là. Maintenant, le plus gros contingent va être ici à Lomé en attendant le match du 28 face au Burkina Faso. Et je ne doute pas de la sortie, en tout cas massive, du public sportif togolais, non seulement pour pousser les éperviers à la victoire, mais également... Pour aller découvrir l'équipe burkinabé. Oui, et surtout peut-être leur faire peur, parce que lorsqu'ils sortiront des vestiaires, et lorsqu'ils verront justement le stade de Kégué noir de monde, vêtu de blanc et de jaune. En ébullition. Et voilà, donc attention, ce sont des joueurs certes que l'on apprécie, mais ce sont des humains, et eux aussi, ils ont leurs failles, leurs points faibles. Et par endroit, si le public fait derrière sa sélection, ça peut être un élément également positif pour Paulo Duarte. C'est en cela, on va toujours dire au public sportif, oui, il faut certes de la patience, du courage, mais il faut également supporter. Parce que notre public, c'est un public à fleur de peau. C'est-à-dire quand ça va très bien, ça jubile, ça chante, ça danse, mais dès qu'on égalise tout de suite, tout le monde dort. Et si jamais on perd, c'est derrière, c'est la catastrophe. Je pense que même si les éperviers aujourd'hui sont mal partis, au fond du trou, continuer à les encourager. Il faut continuer à rester derrière cette sélection. Parce qu'après tout, c'est le Togo, c'est notre pays, c'est notre nation, ce sont nos ambassadeurs. Oui, on doit rester avec eux dans les mauvais comme dans les bons moments. Et je pense que ce mot-là, ou bien ces phrases-là, doivent être le leitmotiv de nous en tant que sportifs et en même temps en tant qu'observateurs à l'endroit de cette sélection de Paulo Duarte. Oui, moi je pense que nous, côté... mais déjà, même au niveau du match aller à Rabat. Mais je crois que
la mobilisation en valait la peine également ici au Togo. Parce Bien qu'il sûr. faut rester quand même unis. Bien sûr, en esprit. Je pense que nous avons commencé par faire la communication depuis autour de ce match, de ces 2 matchs qui sont très importants. Je pense qu'il reste un mois. La fédération doit commencer par communiquer. On doit voir un peu partout dans la ville des affiches par rapport à ce match-là. Ce n'est pas trop tôt, hein. Il faut commencer comme ça. On va obliger le public à suivre. Organiser des jeux, pourquoi pas, avec des t-shirts, des éperviers qu'on pourrait faire gagner à ce public-là qui doit se sentir concerné. Déjà, 30 jours, c'est demain. Ouais. C'est juste dans le corner. Il ne faut pas attendre une semaine, 2 pour commencer la communication autour de ces 2 matchs-là. C'est ultra important, ces 2 matchs. Donc, il va falloir à la fédération de commencer déjà sur les grands panneaux en ville, qu'on commence déjà par parler de ce match-là, qu'on organise des jeux par rapport à ce match pour impliquer justement le public à venir au stade sur le match du 28 et annoncer déjà ce qu'il va se passer par rapport au match du 24 à Marrakech. Et puis, donner la chance à une bonne partie de la presse de faire le déplacement. Ça va être important aussi. Ouais. Parce que là, il ne faut pas se négliger, il ne faut pas se louper sur cet aspect. Si on veut que le public sorte le 24 ici à Lomé, il va falloir commencer tôt. Oui, non, mais je crois que vous avez parfaitement raison, et c'est vrai que, selon certaines informations, certaines indiscrétions, la fédération serait en train donc de s'organiser, et que dès la semaine prochaine, on devrait donc constater l'organisation qui se fait donc autour de cette double confrontation. Donc, je le dis parce que j'ai eu donc certaines discussions donc de haut niveau justement avec la fédération à propos donc de cela, et on espère que ça va aller. Je crois que c'est bien d'avoir insisté là-dessus, parce qu'il le faut justement impliquer le public, comme l'a dit donc Angelo. C'est une évidence, et il faut qu'on sente encore le ministère beaucoup plus, hein, parce que on a l'impression qu'à un moment donné tous les acteurs doivent s'impliquer, rien à laisser le ministre donc est en train de prendre du recul, mais non, je crois que c'est le moment où jamais. On la connaît pour son dynamisme, on la connaît pour, son implication personnelle donc dans les enjeux, on la connaît sur, son implication dans la mobilisation. Donc on attend également d'elle, comme d'habitude, qu'elle fasse donc une sortie médiatique par rapport à cela, au nom du gouvernement, justement, et pour que, naturellement, tout le monde puisse, qu'on commence à vibrer au son de ces 2 matchs. On l'a dit tout à l'heure, ça va se jouer à l'aller, bien sûr, le 24, à Rabat, mais il faudrait donc qu'il y ait une union d'esprit. Voilà. Et que tous les Togolais est à l'idée qu'on puisse réfléchir à l'unisson que voilà, notre pays, le Togo, est en train de jouer un grand match contre le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso c'est un plein petit, ça on le sait, c'est une grande sélection, mais ce qui m'a encore j'ai constaté quelque chose la fois passée entre Future FC et ASCO, où j'ai vu Franck et Angelo, des Togolais. Oui, le public est bien sorti, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu donc un tel public. Parce que moi, je ne savais même pas que le public allait sortir ici. Le public a faim. C'est juste ça. De regarder. Oui, de regarder, de suivre de très beaux matchs. Ça, c'est un match de niveau continental. Ce qui m'a offusqué, justement, c'est le fait que j'ai vu des Togolais, un groupe de Togolais, qui vient supporter l'équipe de Future FC, puisque j'étais justement avec les supporters de cette équipe-là, et je vois des Togolais qui disent non, il faut combattre Asco, il faut combattre. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a toujours des brebis galeuses. Oui, mais jusqu'à ce niveau, c'est grave. C'est grave, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. Mais nous laissons notre patriotisme où. Mais même si tu ne veux pas supporter, reste tranquille. Absolument, absolument. Mais de là, justement, à s'exhiber. Et j'ai compris à un moment donné que, oui, on leur a promis des dollars. Ah bon? Ça se comprend. Les gens peut-être sont déçus, mais il ne faut pas l'exprimer de cette manière. Je pense que, oui, on a besoin d'être derrière nos sélections, nos clubs, quand ils jouent.
à domicile. Ils ont besoin de notre soutien, tout simplement. Bien, d'accord. Je crois qu'on a tout dit sur cette explication. On revient tout de suite. Très rapidement, donc on va jeter un coup d'œil sur, si vous voulez, les Togolais, l'actualité donc des Togolais expatriés. Avec Angelon. Oui, si vous permettez, on fait juste une petite parenthèse pour les Togolaises, puisqu'on parle des éperviers, avec les dames, les jeunes joueuses togolaises, notamment Rengake, Assigna Okoko et puis Elodie Ankou, qui ont quitté le Togo pour la République démocratique du Congo. Très bonne information. Et pas un petit club, le tout-puissant Mazembe, d'un certain... comment il s'appelle déjà le président Moïse Katumbi Chapoué. Voilà. Merci pour la précision. En tout cas, c'est bon à entendre. Oui, ce sont les retombées de la dernière CAN du Togo en terre marocaine. Toujours le Maroc. Le Maroc, On va parler des joueurs togolais sur le continent. Mourou Youssouf, Tchatakora Abdul Semiou et puis Issifou Bourahana de Saint-Éloi Lupopo. Ils sont en coupe continentale avec la Coupe CAF, même si ça ne va pas bien, mais ils ont eu en tout cas des temps de jeu avec leur équipe. Kevin Deke, on en parlait tout à l'heure, 8e but de la saison dans le derby brugeois face au FC Bruges. Nous parlons de la 26e journée de la Jupiler League. Roger Arolou, ça va bien pour lui avec le Raja Casablanca. Il a joué le dernier match. Mais on n'a pas parlé de lui. Toutes les 90 minutes. C'est quelqu'un qui est en train donc de monter quand même. Oui, il a joué les 90 minutes du match de la deuxième journée de la Ligue africaine des champions face au Simba. Raja a gagné 3-0. On rappelle également que Marouf Tchakei avec les AS Vita Club, même s'ils ont perdu face au Petro Atlético, il a joué ce match. Josué Doké, il a signé du côté de Charleroi. C'est un futur grand joueur. On attend de voir la suite pour l'épervier. On parle également de Labafodo, on en a touché un mot tout à l'heure. 17 matchs, 20 buts marqués, 6 passes décisives. Il faut qu'il en marque également en sélection, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vivement. Voilà de façon ramassée ce qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Oui, et ça nous amène rapidement donc sur la tranche à vos l'antenne. Et c'est vous qui avez l'antenne, chers auditeurs, le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26 à votre disposition. Si vous avez donc la possibilité, eh bien, vous le faites. Nous, on est là pour vous écouter, pour vous entendre. Auditeur, bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Rachid, comme d'habitude, le premier appelé. Oui, je salue tout le plateau. Bonjour Rachid. Bonjour. Ok, je salue Franck Nyama qui a fait un travail qui veut avoir parlé d'Athénon. On a des questions à lui poser aussi. Ils seront là demain. Ah oui. Oui, moi je vais parler. Vous savez que l'équipe burkinabé aussi a peu du Togo, mais j'aime pas d'aligner, de faire des choix complaisants, par exemple d'aligner par exemple les Labafo de tout ça là, dans l'attaque et tout ça là qui feront peur à cette équipe burkinabé. Moi j'ai eu à discuter avec quelques burkinabés, ils m'ont dit si le Togo fait un choix fort et dans les 15 premières minutes le Togo arrive à inquiéter cette équipe burkinabé, par exemple comme Kevin Deke là-bas, Kevin Deke et l'autre là, Elias Bebou, par exemple comme les Kakei, Marouf et tout ça là, que le match que le Togo a fait contre le Sénégal, si on aligne cette même équipe que le Togo a fait mal à cette équipe. Mais si on attend tout le temps, on veut faire des choix complaisants. Et quand on ne sait pas un joueur qui vient en sélection, qui est blessé, le sélectionneur, le staff médical ne consulte pas et pour eux, ils sont là, ils alignent ces joueurs. Je vois que c'est une fuite de responsabilité. Oui. Mais la fédération aussi doit commencer à faire quelque chose pour qu'on sache que le Togo a un grand match à jouer. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire quelque chose de très formidable, mais au sein de la fédération, il n'y a rien. Au sein de ce staff même, il n'y a rien. Maintenant, les joueurs qui ont joué, les anciens joueurs, on les a écartés. Au lieu de les rappeler, d'expliquer quelque chose à ces joueurs, ils ne le font pas. Vous trouvez que ça peut aller? Bonne émission. Merci beaucoup, Rachid. En tout cas, on vous a écouté, on vous a entendu. Et comme d'habitude, merci donc par rapport à vos propos. Un autre en ligne peut-être? Non, 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Les codes d'accès pour participer en direct à cette émission. Donnez votre avis et votre perception sur la sélection nationale par rapport à cette émission que nous faisons. Oui, bonjour. Oui, Gérard Selassie. Ah, c'est mon frère Gérard. Comment tu vas? Je vais bien. La seule chose que j'ai à dire, c'est que le Togo a besoin de psychologues, de nutritionnistes.
Psychologue et nutritionniste. Oui, parce que oui. On sent qu'on joue seulement 30 minutes. Et c'est désolant. Et la seconde chose, c'est que si les joueurs, si les journalistes n'accompagnent pas l'équipe, nous aussi, on n'est pas là. C'est ça. Parce que les gens le croient ou pas, nous écoutons premièrement les journalistes. C'est pas les joueurs, on n'écoute pas la fédération. C'est les journalistes qui nous guident. Donc, si les journalistes n'accompagnent pas l'équipe pour nous dire ce qui se passe de l'autre côté, nous aussi... Ah, ça a coupé avec Gérard. Oui, tu es en train de dire quelque chose de très important. C'est juste qu'on permette aux journalistes d'accompagner également l'équipe pour pouvoir apporter donc des informations. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonsoir. Oui, on vous appelle? C'est Paul depuis CanGP. Pardon? Paul depuis CanGP. CanGP, oui. On vous écoute. C'était pour dire merci à tout ce que vous faites. Et aussi, est-ce que quand le Togo va se qualifier pour la CAN, est-ce qu'il va encore se limiter encore au premier tour, revenir encore? Ça, on ne le sait pas. On ne peut pas le dire maintenant. Pour moi, oui. C'est simple. Que le président de la fédération de football, la CAN sur le prochain là, il ne faut même pas quand dit le préminatoire, on n'a qu'à prendre soin d'organiser le championnat togolais. Que le sélectionneur soit au Togo. On joue le championnat et le coach n'est pas au pays, il est à l'étranger. Bon, avec ça, tout le temps on amène les joueurs de l'extérieur, mais ils nous donnent rien de bon. Oui, c'est ça. Au moins, si on reste 3 ans, 4 ans, ça sera la CAN et on va jouer la CHAN. Au moins, si la base est formée, là, on peut aller à la CAN. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Merci Paul. Oui, merci. Merci à vous tous qui avez appelé. Angelo, merci. Mais je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Oui, Franck. Ça a été un plaisir. Allez, c'est fini donc pour aujourd'hui. À la technique, c'était donc Théo Ajave, comme on l'appelle le longine de la maison. Et puis, moi, je suis Aimé Le Bon. On se retrouve vendredi prochain à partir de 14h.